Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode cross-contaminé de Good Manufacturing Podcast et de C'est marqué dans les BPF. Alors je m'explique, pour ceux qui ne savent pas, Arnaud et moi, Arnaud qui n'est pas là malheureusement, on a presque terminé de lire et commenter les BPF dans un podcast qui s'appelle C'est marqué dans les BPF. Et lorsqu'on est arrivé au chapitre 6, je ne nous ai pas trouvé super performants, notamment sur les sujets microbio spécifiques sécu. Et pour remédier à ce problème fort ennuyeux, j'ai fait appel à la communauté de super microbiologistes pour organiser une espèce de table ronde BPF microbio. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un ni deux, mais 3 invités avec moi pour lire et commenter la réglementation. C'est fou ce qu'on peut inventer pour occuper nos soirées. Alors avec moi aujourd'hui, on a Alexandra Fouché qui est une microbiologiste aguerrie plutôt orientée sur les produits non stériles. Alexis Billard qui est responsable de labo microbio pour les produits stériles et enfin Pierre Barbet qui est le créateur de Super Microbiologiste avec un S. Alors comment ça va messieurs dames? Très bien. Impatient de voir. Impatient de voir. C'est votre première Pierre non parce que du coup on a enregistré un épisode ensemble. Tout à fait. Exactement. C'était très sympa d'ailleurs. Voilà, et qui paraîtra bientôt. Et Alexandra, Alexis, c'est votre première intervention sur un média radiophonique. Ouais, c'est le premier. Ouais. Trop bien. Bon j'espère que ça va bien se passer. C'est à la fin qu'on payera les musiciens. Alors, si vous êtes prêts, est-ce que on peut quand même se présenter quand même rapidement, Alexandra et Alexis. Est-ce que vous voulez vous présenter pour les auditeurs en quelques mots? Quelques mots, vite fait. Tu l'as déjà fait en fait. Je travaille en microbiologie depuis toujours. J'ai fait mes études là-dedans. J'ai toujours voulu travailler là-dedans. J'ai commencé dans l'alimentaire, mais j'ai très très vite bifurqué sur le pharmaceutique. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans un laboratoire de microbio dans le pharmaceutique. Voilà, trop bien. Et toi, Alexis? Moi, je suis arrivé par hasard dans la microbio pharmaceutique. Moi, j'ai fait un thèse postdoc dans l'industrie chimique lourde, développement microbio dans l'industrie. Et je suis tombé un peu par hasard il y a 10 ans dans la pharma et ça m'a plu, ce mélange de réglementation, de principes, même parfois un peu durs, ça plaît, ça marche, ça fonctionne. Et donc là, je suis actuellement responsable d'un petit labo dans une boîte à Genève qui s'occupe de produire des injectables. Trop bien. Combien ça fait de temps? Combien ça fait 10 ans que tu bosses là-dedans? 10 ans? 10 ans que je suis responsable QC. Après, ça fait un peu plus récemment que je suis arrivé ici. Ça fait 1 an que je suis là. D'accord. Ok. C'est pour un peu, votre expérience sur les habitudes du labo, etc. Donc ça fait un moment, quoi. Trop bien. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer tout de suite par le premier article microbio du chapitre 6. Alors, on se trouve au chapitre 6. À l'article 6.5. Donc là, on va parler des locaux et équipements du laboratoire. Alors, 6.5. Les locaux et équipements des laboratoires de contrôle de la qualité doivent répondre aux critères généraux et spécifiques correspondant détaillés au chapitre 3. Les équipements des laboratoires ne doivent pas être systématiquement déplacés entre les zones à haut risque afin d'éviter toute contamination croisée accidentelle, notamment les laboratoires de microbiologie doivent être aménagés de sorte à minimiser les risques de contamination croisée. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cet article déjà? Qu'est-ce que ça vous évoque spontanément? La grande règle, on ne déplace pas un équipement qualifié, déjà. Ouais. Voilà, pour moi, c'est le standard. Donc, quelles sont les spécificités des locaux dans un laboratoire microbiologique pharmaceutique? Est-ce que vous voyez des trucs un peu spécifiques? À mon avis, il y a déjà 2 mondes. Il y a le laboratoire d'Alexis dans le stérile et mon labo à moi qui lui n'est pas dans le stérile.
où forcément il va y avoir des caractéristiques qui sont complètement différentes parce qu'on va faire des tests qui sont complètement différents. On va avoir aussi, même si c'est pour moi dans le non stérile, des zones qui vont être propres, d'autres moins propres, en fonction des activités qu'on va y faire, tout simplement. Donc il y a forcément différentes salles, il y a forcément différents contrôles qui sont faits dans les salles. Il y a des contrôles de pression parfois, il y a des contrôles de température parfois. Enfin voilà, c'est en fonction de l'activité qu'on va y faire en fait, parce que les activités elles sont larges au final. On a des activités propres et des activités pas propres, donc on peut pas tout mélanger. Ouais, juste, qu'est-ce que tu appelles une activité propre? Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Et une activité, pas sale, mais une activité pas propre. Ouais, si tu peux juste donner deux exemples, enfin un exemple concret de chaque, et peut-être toi aussi Alexis, pour qu'on puisse bien vraiment se figurer de ce que ça peut être. Pour ce qui est de mon côté, une activité propre, ça va être simplement une recherche de biocharge, par exemple, un dénombrement, un contrôle d'eau purifiée, par exemple. Okay. Voilà, je vais simplement vérifier mon échantillon d'eau purifiée pour dénombrer le nombre d'UFC qui est à l'intérieur. Point. Ça, c'est ce qu'on va appeler une activité propre de mon côté. Une activité qui va être moins propre, c'est une activité une fertilité de milieu, une validation de méthode où on va faire intervenir des souches, où là on a typiquement un risque de contact entre les deux, où je veux pas retrouver des souches dans mon activité de biocharge eau purifiée. Donc forcément c'est deux manips qui sont pas compatibles l'une avec l'autre. Okay. Et donc concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour séparer? C'est physiquement, c'est un bâtiment, c'est une salle différente, c'est un PSM, c'est quoi? Alors, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en général dans les entreprises. Quand on peut, le mieux c'est forcément 2 pièces différentes. C'est ça le mieux. Après, quand vraiment c'est pas possible, on met en place des méthodologies de travail. Alors déjà, on prépare pas 2 manips qui sont complètement incompatibles en même temps. On fait pas ça au même moment. 2 techniciens travaillent pas en même temps sur une propre et une manip propre, une manip pas propre. On a des process de nettoyage qui sont en place entre les activités pour être sûr que la manip propre sera pas impactée par la manip pas propre. Trop bien. Okay. Et pour ceux qui n'auront aucune idée du tout à quoi ça ressemble un laboratoire de microbio, comment c'est fait? Enfin, qu'est-ce qu'on retrouve en équipement générique? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est, enfin, j'imagine ça dépend du labo. Ben c'est ça en fait. Une petite structure n'aura pas forcément besoin d'un très gros labo. Ça dépend des activités qu'on a à faire, du nombre de personnes qui est à l'intérieur aussi, parce que on a quand même besoin d'espace pour travailler proprement, pour pas contaminer nos manips au fur et à mesure de la journée. Donc on a quand même relativement besoin d'espace. Après c'est un labo, c'est ni plus ni moins des paillasses, des becs benzène, des PSM, voire c'est quoi un PSM du coup? Un PSM c'est l'espèce de hotte là, ou avec des vitres quoi, c'est ça? Ouais, alors j'ai un peu du mal à dire que c'est une hotte. Moi, ça m'arrache un peu de dire ce genre de choses, mais oui, grosso modo, ça ressemble physiquement à une hotte. Après, c'est quand même l'équipement qui va nous permettre de travailler en asepsie totale, quoi. C'est l'équipement par excellence entre guillemets qui va nous permettre de travailler proprement sans avoir d'impact sur l'environnement extérieur. Ok. Et toi, Alexis, par rapport à Alexandra, qu'est-ce que tu rajouterais? En fait, il y a à peu près une même structure, une zone propre, une zone sale. Ici, on a la chance d'avoir pouvoir séparer la zone propre et sale. On a les mêmes activités, dénombrement de matières premières, fertilité, on les regroupe ensemble. On a une zone propre pour les produits plus propres. Alors, en plus, nous, on a un local dédié pour les analyses de stérilité. On n'a pas encore la chance d'avoir un isolateur, c'est au budget, mais ça coûte extrêmement cher. Mais du coup, on a un local en plus où on est classé. Donc là, on est classé A, B, C et D avec les SAS, où on effectue nos tests de stérilité. Donc là, c'est un requis. Donc, on devrait avoir un isolateur, c'est le top. Mais c'est la chose en plus quand on passe vraiment sur du stérile. Donc là, pour les tests de stérilité, ouais, c'est ça. Vous avez une mini zone stérile avec tous les passages de SAS pour arriver en comme classe en ZAC. A dans B, quoi. Comme en ZAC. Actuellement, on n'a qu'un plafond soufflant A avec une adjacente B.
Voilà, c'est old school, mais l'idée c'est de switcher sur un isolateur autonome, comme sur une ligne de répartition stérile aseptique. Trop bien. Ok. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à l'article suivant, qui va concerner plus la conservation des données et l'analyse des données. Alors, 6.9. Il est conseillé de conserver certaines données, par exemple les résultats d'analyse, les rendements, les données de surveillance de l'environnement, de façon à permettre l'étude de leur évolution dans le temps. Tous les résultats hors tendance ou hors spécification doivent être traités et faire l'objet d'investigations. Alors, si vous le voulez bien, les OOS et OT, on les traitera un peu plus loin parce qu'il y a un article qui en parle avec plus de détails un tout petit peu plus tard. Donc là, ce qu'on va plutôt regarder, c'est par exemple, voilà, quelle importance revêt la conservation des données et surtout en microbio, c'est assez intéressant par rapport parce que finalement on manipule du vivant, etc. Qu'est-ce que vous faites de spécial avec les données en microbio? T'as 2 heures? Ouais. Moi, je vais juste parler. Enfin, sur les données, nous, on passe énormément de temps sur les revues d'environnement, sur les revues périodiques. Ouais. Des locaux, des isolateurs, classe A, B, C, D, trimestriel, semestriel. On a des choses aussi mensuelles qui sont demandées par l'USP, enfin la FDA, USP, et la grosse annuelle aussi. Donc c'est là qu'on revoit nos données, qu'on voit nos tendances. Et si on peut directement mettre des CAPA directs suite à ça, c'est un gros boulot. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que vous agrégez, enfin toutes les données que vous récoltez du site pendant toute l'année, vous les analysez pour essayer de repérer des tendances, des trucs qui peuvent ressortir par rapport à ce que vous avez pu voir. Quoi. Détecter, repérer, expliquer et mettre une action si effectivement on a trouvé une origine, une route cause claire. Ouais. Donc non, vas-y. Et ça, maintenant, en plus, avec l'annexe 1, donc Alexandra, c'est un peu moins concerné par toi. Enfin, je sais pas si ça t'a impacté d'ailleurs, Alexandra. Mais avec l'annexe 1, maintenant, vous avez l'obligation d'identifier les souches. Et en plus c'est maintenant une obligation, c'est ça, hein, les tendances, l'analyse des tendances, etc. Oui. Ils ont bien précisé vraiment les choses à regarder, les récurrences de déviation. Est-ce qu'on a des choses cycliques? Est-ce que les récurrences de seuil d'alerte? Enfin, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis. Après, c'était des choses qu'on faisait déjà avant, c'est pas nouveau. Identifier les souches aussi, c'était déjà en place. Plus on identifie, mieux on connaît sa flore et plus on est performant sur traiter des déviations, des non-conformités. Donc c'est statué, c'est clair. Et est-ce que vous utilisez des logiciels spécifiques ou vous faites ça avec un bon vieux tableau Excel? Est-ce que parce que ça doit, je sais pas combien de données ça représente à l'année, mais ça doit être quand même assez important, quoi. Donc j'ai connu l'Excel qui est fastidieux, mais là on a un système automatisé de suivi environnemental qui peut directement nous faire des rapports avec les tendances. Mais bon, il y a quand même une partie interprétation qui est nécessaire. C'est un vrai sujet ça, hein, parce qu'effectivement, moi pour avoir visité beaucoup d'industriels pharma, le tableau Excel est encore beaucoup utilisé. Alors à valider c'est quasiment impossible, mais pourtant c'est encore beaucoup utilisé. Et depuis quelques années, on commence à voir des logiciels effectivement qui permettent déjà de faciliter les tâches sur le terrain pour les prélèvements, d'avoir une traçabilité complète, qui l'a fait, où, quand, comment, dans quel incubateur, quelle était la lecture, donc une traçabilité vraiment totale. Et aussi automatiser les analyses de tendance, parce que dans certains industriels pharma, les contrôles environnementaux, ça peut représenter des centaines, voire des millions de boîtes par an. Et ça, à la mano, c'est un peu compliqué. Ou quand on le fait ponctuellement par mois ou par trimestre, on peut éventuellement passer à côté de choses. Donc, ces logiciels permettent effectivement d'avoir aussi des alertes qui peuvent faire des pop-up, et puis ensuite aider, en tout cas, à comprendre et à ouvrir des déviations s'il y a besoin. Auto-exploiter, par exemple, l'auto-exploitation des tendances, ça arrive maintenant que les logiciels, ils peuvent auto-exploiter les donner des résultats directement sur des tendances, des trucs comme ça, c'est ça? C'est leur promesse, en tout cas. Après, je ne sais pas si c'est ce que vous avez vous dans vos labos, mais en tout cas, la promesse, c'est effectivement de rajouter aussi des briques d'intelligence artificielle pour pouvoir créer des alertes un peu plus facilement quand il y a une tendance, en tout cas, qui commence à décoller sans avoir atteint des niveaux d'alerte ou d'action. Et toi, Alexandra, comment ça se passe?
c'est à l'ancienne, avec le bon vieux tableur Excel, avec des formules dans tous les sens. Non, c'est pas aussi poussé que dans le stérile, donc on a quand même bien moins de contrôle. Maintenant, si clairement, le tableur Excel me sert justement à voir les tendances, à créer les courbes au fur et à mesure que j'ai les résultats pour me permettre de voir justement cette évolution avant qu'on arrive à des sommets ingérables. Après, tu me parlais de l'annexe 1 tout à l'heure. Alors non, nous, en non stérile, on n'est pas tenu de l'appliquer. Maintenant, on s'en inspire beaucoup quand même, forcément de façon un petit peu plus light, mais on s'en inspire beaucoup quand même, parce qu'au final, ça nous donne une bonne directive, quoi. T'as vu une vraie différence avant-après l'annexe 1, toi, Alexis? L'impact de l'annexe 1 sur ce type d'activité, non. Enfin, non. T'étais prêt, quoi. Enfin, t'avais déjà anticipé le truc. Ça, c'était des trucs que tu maisrisais déjà pas mal. Et... en fait, c'est beaucoup de bon sens. Hein. C'est vraiment. Quand t'es microbiologiste, que tu vois une salle qui dérive, tu vois les espèces. Enfin, c'est du bon sens, en fait. Puis au final, t'étais déjà à l'espèce au niveau des identifications? Ah oui, bon, peut-être pas en grade D, pas en grade D forcément, mais moi, je suis toujours parti. Plus on identifie, mieux on connaît. Plus on peut relier quelqu'un, enfin. Une activité à une autre et un flux matériel et un flux personnel. C'est tellement plus simple. Ouais, c'est clair. Alors, on le verra après sur les investigations d'OSOT, je pense. Alors, article suivant, le 6.15. Les méthodes d'analyse doivent être validées. Un laboratoire ayant recours à une méthode d'analyse et n'ayant pas procédé à la validation initiale est tenu de vérifier le caractère approprié de la méthode d'analyse. Toutes les opérations de contrôle décrites dans l'autorisation de mise sur le marché ou le dossier technique doivent être réalisées conformément aux méthodes approuvées. Alors, une méthode microbio, est-ce que ça se valide? Bien sûr. Pas trop de suspense sur cette réponse. Non, comment ça se passe? Est-ce que c'est, parce que on peut se dire, voilà, c'est du vivant, il y a de l'aléatoire. Quelle souche on utilise? On a des monographies pharmacopées qui sont quand même très bien faites. Donc, c'est toujours le débat entre validation, vérification de méthode. En microbio, sur un produit simple, c'est plutôt de la vérification de l'applicabilité de la méthode décrite dans la pharmacopée. Donc, c'est moins difficile que nos collègues physico-chimistes au final. Donc, on se doit de vérifier que tout va bien, et puis on est très bien guidé par ces principales monographies sur la stérilité, sur les produits non stériles. Donc non, c'est la routine, hein. C'est vraiment. C'est intéressant ça du coup. Ouais, je pensais que c'était vachement plus. C'était plus compliqué que ça, quoi, non? Ça va. Disons que la pharmacopée est déjà très très claire en fait dans son descriptif de méthode. Donc ça nous donne déjà une bonne base de travail. Alors je sais pas ailleurs comment ça se passe. Après moi j'ai tendance à appliquer deux bases que la pharmacopée nous dit. Pour vérifier et bon parfois on est obligé d'adapter un petit peu, donc là rentre la validation à proprement parler parce qu'on a modifié un petit peu la méthode, on a été obligé de rajouter un facteur de dilution ou je ne sais quoi pour avoir une conformité en fait à l'analyse mais c'est vrai que la pharmacopée est déjà très détaillée, donc bon comme on a une bonne base c'est quand même plutôt simple. C'est confortable, quoi. Ouais. Ah, d'accord. La difficulté, alors moi, pour avoir travaillé sur des validations de méthodes, des méthodes alternatives, des méthodes rapides, ça c'est encore autre chose. Hein. Mais pour avoir travaillé sur des validations de méthodes, la grande difficulté au niveau des laboratoires, c'est la préparation des souches et la calibration des souches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui vendent des souches prêtes à l'emploi déjà calibrées. Alors ça a un coût évidemment, mais ça peut éviter de passer du temps à essayer de les calibrer et de se rendre compte 5 jours après que on n'était pas au bon niveau de contamination quand on va faire du quantitatif par exemple. Donc oui, pour moi la vraie difficulté, elle réside dans la souche, la préparation de la souche, l'état physiologique de la souche aussi qui peut nous jouer des tours parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on travaille avec du vivant, donc on maîtrise pas tout encore.
C'est ça les souches ATCC là, c'est ce que là du coup on sort un peu de mon domaine de compétences, c'est des souches calibrées. Ouais, allez-y, c'est vous les spécialistes. Hein. C'est l'ATCC en fait, c'est le matériel de référence, c'est l'Institut Pasteur en fait, voilà, qui nous définit cette référence de bactéries et il faut qu'on travaille avec celle-là. Point. C'est comme une substance de référence en physico-chimie en fait. Voilà. D'accord. La TCC, c'est une banque en fait, c'est la bibliothèque américaine, mais on en a une en France à Pasteur, chaque pays a la sienne, et c'est vrai qu'on parle souvent de la TCC, mais maintenant il y a des équivalences qui existent. Chaque souche a un nombre, un code qui s'appelle WDCM, ce qui permet de les relier entre les différentes bibliothèques. D'accord. Souchothèque plutôt. Et après, toi, quand tu disais calibrer une souche, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand tu vas faire par exemple des tests de linéarité sur une méthode, il faut que ta souche elle soit à 10 CFU, donc 10 colonies, pour vraiment essayer de vulgariser. Donc il faut que tu en aies 10 dans ton volume de 1 ml. Donc là il faut qu'elle soit calibrée, il faut que tu sois sûr qu'elle soit à 10. Alors plus tu vas vers le bas, quand tu vas faire une validation d'un test de stérilité, il faut que tu sois en dessous de 5 et en dessous de 5 par ml ou en dessous de 5 pour 100 microlitres. Et là ça devient très il faut être hyper précis quoi. Et donc si tu pipettes mal ou si tu fais une mauvaise manipulation, tu peux être à 0, tu peux être à plus et donc là toute ta manip est foirée et donc faut recommencer. On va sortir un petit peu du cadre maintenant que je vous ai sous la main, que vous êtes spécialiste là-dedans. Est-ce que vous êtes lancé sur est-ce que déjà les endotoxines, ça fait partie de les tests endotoxines, ça vous fait partie de votre périmètre? Et est-ce que vous avez entendu parler des recombinants des recombinants pour remplacer le sang de limule? Oui, quand on fait de la stérilité, c'est obligatoire de libérer avec une analyse d'endotoxine. C'est pareil sur les intrants, matières premières, il y a tout un plan d'analyse à mettre en place, les eaux, tout ce qui peut être en contact direct avec le produit. Donc oui, on connaît très bien, c'est notre quotidien, c'est obligatoire. Et les recombinants, c'est le gros débat du moment. Il y a des anciens qui préféreront comme moi l'ancienne méthode Limule. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du recombinant. Pour l'instant, moi, j'ai pas franchi le pas. Je vois pas encore l'intérêt tel qu'il est. Donc, même pour les limules. Ouais, j'allais dire. Moi, j'ai entendu qu'elles étaient très bien traitées quand on faisait leur traitement. Alors, forcément, j'ai jamais vu, je connais pas. Mais en fait, c'est une méthode. Une fois qu'elle est validée, ce type de méthode marche très bien. Et du coup, moi, c'est toujours un risque de changer quelque chose qui marche. Donc. Quand c'est pas cassé, le change pas. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas encore conquis. Mais c'est la mode du moment. Et toi, Alexandra, en ce qui concerne les endotoxines, t'en fais toi? Pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. Et je suis bien contente de pouvoir. Mais c'est un vrai sujet, parce que les recombinants, aujourd'hui, quasiment tous les fournisseurs proposent une solution recombinant. Donc ça sent gros comme une maison que d'ici quelques années tu devrais y passer, Alexis. Mais je sais pas. Non, mais oui, c'est on utilisait beaucoup les lapins aussi à un moment donné. On les utilise plus, dans la majorité des pays. On est passé sur le sang de limule. Là, maintenant, pas sur le recombinant. Ouais, je pense que c'est le sens de l'histoire. Après, faudra voir en termes de performance, parce que maintenant, c'est aussi ça le challenge. On parlait de validation de méthode juste avant. Là, c'est un sacré challenge aussi de revalider ces méthodes-là. Parce que c'est pas dans la pharmacopée, c'est ça, c'est. Si, il y a la pharmacopée, mais il y a un certain nombre de tests, c'est beaucoup plus poussé qu'on peut faire sur dénombrer une poudre ou un excipient. C'est quand même, ça ressemble plus à valider une méthode physico-chimique que faire de la microbio classique. C'est quand même très différent. Trop bien. Et si ça vous intéresse le sujet, j'ai fait une interview de Capcode Inc, je sais pas, un peu traîné dans le site du podcast, là, je trouverai. Ça explique comment ils font pour faire cette recombinante. Alors, passons à l'article suivant. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'article 6.18 qui concerne tous les contrôles en cours de fabrication. Alors 6.18, tous les contrôles en cours de fabrication, y compris ceux qui sont effectués en zone de production par le personnel de production, doivent être réalisés selon les méthodes approuvées par le contrôle de la qualité et les résultats doivent être enregistrés. Alors, ici, comment est-ce que sont réalisés et enregistrés les contrôles en cours de fabrication
Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une grosse ambiguïté, je trouve, dans les BPF par rapport aux IPC, c'est qu'on dit avec contrôle de la qualité, qui veut pas forcément dire le contrôle qualité. Dans les BPF, c'est assez marrant. Et alors, est-ce que vous allez former les gens en production à faire les contrôles? Est-ce que c'est les gens de production qui les font? Est-ce que c'est les gens du labo qui font les contrôles? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Nous, essentiellement, on a des prélèvements qui sont délégués à la production. Donc, ce sont vraiment des prélèvements d'environnement. Ouais. Donc, il faut déléguer ce prélèvement, il faut former les gens, il faut officialiser ce transfert de compétences, de formation. Ouais. Donc, en général, on fait ça sur les endroits, sur les zones critiques, classe A, B, où il faut minimiser l'intervention d'opérateurs. Ouais, pour les opérateurs pour éviter de perturber, éviter d'avoir trop de monde sur des endroits critiques. Donc ça, c'est délégué, on récupère tout ça et c'est enregistré après chez nous. Après, on peut avoir aussi d'autres prélèvements. Les prélèvements BioBurden peuvent être aussi délégués. C'est pareil sur du process, sur les lignes. BioBurden, rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est le prélèvement avant filtration pour voir si le filtre va tenir la charge, quoi. C'est ça. Si on va pas saturer un filtre ou sur même d'autres procédés de stérilisation. Donc là, c'est aussi pour limiter les interventions, on peut déléguer ça. Donc il faut former les gens, il faut les qualifier, il faut les habiliter, comme on fait avec nos opérateurs au laboratoire. Et ensuite, on récupère, on prend en charge. Il y a un transfert au laboratoire. Non, moi, après, il y a le paragraphe dit des contrôles en cours de fabrication. Donc là, on est plutôt prélèvement. Moi, je connais pas d'analyse en cours. J'en connaissais en physico-chimie qui était vraiment en production, mais c'est complètement différent. Je sais pas. Ouais. Quand tu dis des analyses en cours, ça veut dire en ligne? En ligne, ouais. Enfin, même pas avec des appareils, des HPLC qui étaient directement en production pour ajuster les calibrations. Là, c'était vraiment une déformation, des habilitations beaucoup plus, dans le même système. On commence je me permets d'intervenir, hein. Je suis un peu geek au niveau des technologies. On commence à avoir des technologies arriver, des technologies en ligne qui se bloquent directement sur la production. Alors, c'est sur les eaux. Et sur l'air aussi pour avoir un contrôle environnemental en temps réel et en continu. C'est des choses qu'on commence à voir arriver. Alors après, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas pour tout le monde? Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est l'implémentation de ce genre de technologie. Mais il y a potentiellement des choses qui peuvent se déplacer du laboratoire vers la zone de production pour être un peu plus proactif en cas de problème, en cas de contamination. Ouais, alors voilà, grosso modo, ça résume un peu tout pareil pour moi. C'est tout ce qui va être fait au niveau de la production, ça va surtout être du prélèvement, où là pour le coup, les opérateurs sont formés au prélèvement. Je le sais, j'en fais de la formation, donc là-dessus pas de souci. Après, on a, comme disait Pierre. On commence à étudier, alors pas forcément chez moi, mais on commence à avoir des appareils qui peuvent être déplacés pour faire de la microbio rapide notamment, qui peuvent être déplacés directement en zone de production. Donc là, j'imagine que il y aura aussi des formations aux opérateurs pour l'utilisation de ces équipements et l'interprétation du résultat, parce que c'est bien beau d'avoir une machine qui nous sort un résultat, mais enfin faut savoir l'interpréter aussi. La microbio, c'est pas du oui/non. Forcément, dans le stérile, ça peut être du oui/non, présence, c'est pas bon, absence, tout va bien. Quand c'est pas du stérile, voilà, c'est parfois il faut avoir un œil un petit peu plus critique microbio. Donc il y a forcément une période de formation qui se fera, quoi. Trop bien. Et les techniques de microbio rapide, comme tu disais, c'est basé sur l'ATP, c'est ça? Certaines, mais pas toutes. Mais vas-y, Pierre. Non, mais t'as plein de technologies qui sont différentes. T'as la cytométrie en phase solide. T'as de l'ATP potentiellement. Enfin, bref, ça dépend des seuils de sensibilité. Ça dépend ce que tu veux regarder. Il y a peut-être même d'autres technologies, tu vois, qui vont arriver, qui seront autres, qu'on connaît pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses dont on entend régulièrement parler. Alors on en voit encore très peu installés en live dans les labos parce qu'il y a toujours cette problématique de validation et à valider c'est quand même des choses qui sont un peu complexes. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir le temps, le budget, l'envie et comprendre l'intérêt aussi qu'il y a derrière. Et ça c'est pas toujours la priorité. Souvent dans les labos on est déjà
sous l'eau avec ce qu'il y a à faire. Et donc, et comme le disait Alexis, quand il y a quelque chose qui marche, on le laisse en place. Et pourtant, des fois, il y a des technologies qui pourraient venir et aider. Et donc, faut admettre des fois de perdre un peu de temps ou investir pour essayer d'en gagner derrière, sous réserve de réussir à le valider. Et puis la pharmacopée, on commence à en parler aussi, à apporter des lignes aussi là-dessus, et finalement c'est pas si vieux, quoi. Donc je pense qu'on pourrait faire un épisode entier à parler des méthodes rapides, de comment elles fonctionnent, etc. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même là quelques noms pour ceux que ça intéresse à pouvoir aller regarder, chercher par eux-mêmes sur Internet pour savoir ce que c'est. Parce que de toute façon, après, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode. Donc en tout cas, super intéressant là-dessus. Alors je vous propose de passer aux articles suivants, qui va plutôt qui va être spécifique au milieu de culture. Alors le 6.19. Une attention particulière doit être portée à la qualité des réactifs, des solutions titrées, de la verrie graduée, des substances de référence et des milieux de culture. Leur préparation, leur contrôle doivent se faire selon des procédures écrites. Le niveau de contrôle doit être proportionné à leur utilisation et aux données de stabilité disponibles. Et ensuite, on a un autre article 6.21 qui est à peu près complémentaire de celui-là. Les réactifs de laboratoire, les solutions titrées, les substances de référence et les milieux de culture doivent porter la date de leur préparation, la date de leur ouverture, ainsi que la signature de la personne qui s'est chargée de leur préparation. La date de péremption des réactifs et des milieux de culture doit être indiquée sur l'étiquette, de même que les conditions particulières de conservation. De plus, pour les solutions volumétriques, la dernière date de titrage et titre en cours doivent être indiqués. Alors là, du coup, c'est tout ce qui est attrait à la préparation et à la manutention des milieux de culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision et d'éclairage sur toute cette histoire ? Déjà, il y a deux mondes. Il y a le laboratoire qui fabrique ces milieux de culture et le laboratoire qui achète les milieux de culture en prêt à l'emploi. Déjà, il y a vraiment deux mondes différents. Je vais pas pouvoir parler du laboratoire qui fabrique ces milieux de culture parce que c'est trop vieux dans ma carrière et je raconterai des bêtises. Après, pour ce qui est de l'autre monde, à savoir acheter les milieux en prêt à l'emploi, donc ce qui est mon cas aujourd'hui, ça nous dispense pas de faire des contrôles en fait. Donc, on doit s'assurer déjà. On a l'étude du fournisseur avec le certificat du fournisseur, et après, une fois que le milieu est chez nous, il faut qu'on vérifie la fertilité des milieux de culture qu'on va employer. C'est une demande pharmacopée, c'est une obligation pharmacopée. Donc, voilà, pour un milieu classique de dénombrement, on va vérifier que on parlait des souches calibrées tout à l'heure. On va mettre un certain nombre de bactéries sur le milieu de culture et on va s'assurer après incubation que ce nombre de bactéries qui ressort et qu'on dénombre est bien celui qu'on a mis à l'initiale. Ça, c'est pour les dénombrements, et pour tout ce qui est milieu spécifié, milieu spécifique pour une recherche de bactéries bien particulières, pour une gélose Chapman par exemple, on va vérifier que cette gélose elle est censée nous permettre d'isoler Staphylococcus aureus et d'inhiber une flore-gramme moins par exemple. Je vais déposer du Staphylococcus aureus sur la gélose, la mettre à incuber, vérifier que on retrouve bien la souche. Une fois que l'incubation passée, on a bien le staphylocoque qui pousse dessus. Et par contre, on a bien un Escherichia coli, par exemple, que j'ai déposé dessus aussi et qui, lui, sera inhibé à la croissance. On vérifie en gros que le milieu de culture et ses propriétés fonctionnent bien, qu'on en prend un et on le teste. C'est ça. C'est ça, parce que le certificat fournisseur est important, évidemment, mais après la fabrication du milieu, il y a l'étape de transport qui peut, en fonction des conditions de transport, faire varier la qualité du milieu. Un choc de température, trop chaud, trop froid, que sais-je, ça peut perturber en fait ces conditions. Donc on se doit de les vérifier nous à réception et les stocker selon les recommandations fournisseurs. Et évidemment, si ça doit être au frigo, on doit les conserver au frigo, par exemple. Et toi, Alexis, tu les fabriques les milieux de culture ? Ah non, tout est déporté, c'est tellement plus simple.
Non, enfin, il y a des fournisseurs qui font ça très bien. Alors oui, c'est un coût, mais avec les volumes qu'on a, c'est beaucoup plus gérable. Donc oui, comme Alexandra, c'est du contrôle certificat fournisseur à réception. On fait des contrôles sur la stérilité, que le milieu est bien stérile. Donc c'est chaque réception qui est contrôlée. Un même batch à chaque réception est contrôlé. Et j'ajouterais, on ajoute des souches sites. Donc c'est vraiment des bactéries qu'on a identifiées sur son site. En général, on a un top 3 ou un top 5 des principales bactéries qu'on a sur son site. Et on se doit, en fonction, comme dit bien le paragraphe 6.19, en fonction de la criticité, les ajouter ou pas. Par exemple, l'annexe 1 sur les bouillons utilisés pour les MFT ou APS aujourd'hui, c'est vraiment clairement écrit désormais qu'il faut tester ces souches sites sur son bouillon qui va être injecté sur la ligne, quoi. Donc la facilité dans l'achat, c'est beaucoup plus simple. Vous savez s'il y a beaucoup, Pierre, tu sais toi s'il y a beaucoup de sites qui fabriquent leur Alors, en France, on a quand même la chance d'avoir plusieurs fournisseurs qui sont pas trop loin, qui fabriquent des milieux de culture de bonne qualité. Moi, avec le site de Super Microbiologiste, on est aussi à l'international. Et j'ai eu une interaction, c'est marrant, hier avec une personne qui disait fabriquer les milieux pour les contrôles environnementaux en pharmacie, dans une industrie pharmaceutique. Et donc voilà, il faut mélanger la poudre, la stériliser, couler les boîtes, et puis ensuite faire les tests de fertilité. Forcément, t'as pas les mêmes capacités que tu peux avoir dans une usine de production de milieux de culture, donc tes batchs sont beaucoup plus petits. Ça veut dire des tests à chaque production si tu veux faire les choses comme il faut. Donc ouais, c'est long aujourd'hui en France, franchement, sur quasiment tous les sites, à part des milieux peut-être très très spécifiques qui peuvent être encore fabriqués dans certains labos, mais la majorité des labos achètent du prêt à l'emploi. Ce qu'on peut voir à la limite, c'est des fois des flacons. C'est dans des flacons, les péremptions sont plus longues, faut les couler, faut les faire fondre, il faut ensuite les couler, mais c'est ce qu'on peut voir, et ça permet aussi de faire de l'inclusion. Tu peux travailler en surface sur une gélose, mais tu peux travailler en inclusion, donc tu mets 1 ml de produit et tu mets ta gélose par-dessus. Donc ça, on peut le voir. Je suis sûr qu'Alexandra en utilise ouais. En eau stérile, on en voit. Toi aussi, il va voir. Tu vois. Matière première, mais le vrai challenge, effectivement, c'est cette préparation de souches. Et pareil, les milieux de culture sont prêts à l'emploi, et de plus en plus, on voit des laboratoires qui utilisent des souches prêtes à l'emploi, même pour les souches sites. Ça veut dire que tu récupères ta souche site, tu l'identifies, tu l'envoies à un fournisseur, il te la calibre, il te la lyophilise, il a un process de fabrication, il te la renvoie, et toi, tu l'utilises quand on a besoin, et elle est déjà calibrée au nombre dont tu as besoin. Généralement, c'est inférieur à 100 sur les géloses, donc ça te permet d'avoir quelque chose de prêt à l'emploi. Je sais pas si c'est ce que vous utilisez vous, Alexis Alexandra, je sais puisqu'on en a déjà parlé, mais oui, non, c'est pareil, hein, c'est ça aussi, c'est fabriqué ailleurs, calibré ailleurs. On les suit dans le temps chez nous pour s'assurer qu'elles sont bien, mais c'est un gage de simplicité au niveau de la pureté des souches, de les faire fabriquer. Même les souches endogènes, tu le fais faire. Ah oui. Ouais, oui. Ok. Elles sont conservées en plus chez eux. On a des secours. Ah oui. Ok. Trop marrant. Donc oui, notre petite population. Donc on est un gardien de zoo sur le site. Toutes nos top 3 sont sauvegardés chez un fabricant. Mais elle change régulièrement, j'imagine, non? Pas tous les ans, tous les 2 ans. Moi, je fais une revue annuelle, savoir si on tient bien, si c'est toujours représentatif. Après, c'est sûr, fabriquer une souche, ça prend 6 mois, donc il faut pas que ça dérive trop. Donc, moi, je regarde chaque année. Si ça commence à évoluer. C'est pertinent si ça prend 6 mois d'en fabriquer une, effectivement. Voilà, faut que ça soit stabilisé. Après, c'est souvent quand on a des nouvelles lignes ou des nouveaux procédés ou vraiment des changements. Ou des nouvelles matières ou des trucs comme ça, Voilà, là, on peut se dire, il peut y avoir une modification explicable et qu'on va avoir dans la durée. Donc là, on peut engager un changement. Trop bien. Alors du coup, j'aurais peut-être dû le lire avant. 6.23, les milieux de culture doivent être préparés conformément aux exigences du fabricant, sauf justification scientifique contraire. La performance de tous les milieux de culture doit faire l'objet d'une vérification avant leur emploi. C'est ce que vous nous avez dit. C'est parfait. C'est ça. Alors, 6.24. Les milieux microbiologiques et les souches utilisées doivent être décontaminés selon une procédure standard et éliminés de manière à prévenir toute contamination croisée et rétention de résidus. La durée de conservation des milieux microbiologiques doit être définie, documentée et scientifiquement justifiée.
Alors, comment est-ce qu'on gère la décontamination dans un labo microbiologique? Franchement, cet article, je le connaissais pas. Pareil, là, j'aurais tendance à dire 2 écoles. La première, c'est on fait ça sur place. On a un autoclave de destruction, on passe tout à l'autoclave et tout va bien. Ah ouais. On banalise le déchet, trop marrant. Par stérilisation, par autoclave, tout bêtement. Et tout bêtement, entre guillemets. Et deuxième école, on fait sous-traiter la décontamination. Donc on met tout en DASRI, déchets d'activité, de soins, risques infectieux. C'est collecté par une entreprise spécialisée qui vient chercher et derrière qui s'occupe du traitement de la décontamination. Bon, la plupart du temps, c'est incinéré. Okay. Ouais. Et l'autoclave de destruction, du coup là, il y a besoin de le qualifier parce que du coup, tu mets un peu n'importe quoi dedans et valider la charge de ce truc-là. Enfin, c'est. Alors, j'ai bugué. Oui, non, c'est une bonne question. C'est justement c'est un sujet qu'on a actuellement. Le suivi de l'autoclave de destruction. Qui vérifie les rapports de conformité de l'autoclave de destruction. Ouais. Mais oui, enfin sur site au laboratoire tout est qualifié, donc il est qualifié, c'est sûr. Mais il est dédié à ça, forcément. C'est pas celui-là qu'on ira inspecter en premier, je pense. Et puis le risque est pas non plus très élevé, quoi. Non. Après. Il est pas sur le produit, mais il est sur les problématiques environnementales ou HSE, j'imagine plus. Sécurité, oui. Ouais. Et vous utilisez les DASRI aussi, ou vous détruisez tout vous-même? On passe tout à l'autoclave. Tout à l'autoclave? Ouais. Ah ouais. Est-ce que vous passez aussi les géloses négatives? Tout. Ok, c'est une vraie question qui se pose dans les laboratoires parce que ça peut représenter des quantités énormes et il y en a qui se posaient la question de passer les géloses négatives. En fait, c'est rien de pire qu'un bout de viande en fait qui serait jeté. Donc ouais, mais ça dépend des fréquences de changement des poubelles, mais si au bout de 3 jours ta gélose dans un laboratoire à 22 degrés, oui, rapidement polluer ton labo et c'est vrai. Mais c'est marrant parce que quel risque, je sais pas moi, quel risque ça représente en vrai de mettre juste à la poubelle normale, parce que par rapport à tu jettes un poulet dans ta poubelle à la maison, je veux dire là pour le coup t'en as de la bactérie quoi. C'est quoi pourquoi c'est quoi, voilà, si ça va dans une poubelle, du coup c'est quoi le risque finalement? Il y a quand même des requis sécurité. On se doit travailler. En général on travaille avec des souches sur les fertilités avec des souches de type 2. En sachant qu'en plus on collecte une flore qu'on connaît pas. Quand on fait des lectures, on connaît pas. On peut avoir du type 2, même du type 3. Ça va dépendre de ce qu'on peut trouver. On a des requis de sécurité pour les. C'est quoi du type 2 et 3? C'est le niveau de pathogénicité, on va dire. Ouais. Donc un Staph aureus, c'est quelque chose qui est pas critique, mais bon, faut pas non plus. Il faut manipuler avec précaution. Donc on se doit d'avoir des requis pour, par exemple, utiliser sous PSM, donc les postes de sécurité microbiologique. Donc il faut quand même traiter l'ensemble de manière cohérente avec l'élimination des déchets, parce qu'on ne pourrait pas accumuler autant de bactéries dans un endroit, un petit laboratoire au niveau des déchets, quoi. D'accord, c'est des trucs que franchement, moi je pensais que ça partait à la poubelle normale, quoi. Donc, j'avoue. En fait, c'est en fonction de la gélose. Il y a des géloses qui pourraient clairement partir en poubelle classique, je dirais. Après, on a des géloses qui vont contenir des antibiotiques, où là, au niveau de l'environnement, c'est quand même pas glop d'aller mettre ça dans un déchet banal. Et on a certaines géloses qui sont spécifiques en fait à la croissance de germes pathogènes. C'est ok comme ça de base, elle craint rien la gélose, mais on va quand même si on la détruit pas, on va quand même risquer d'aller mettre dans l'environnement un endroit qui va faire croître de façon forcée et importante un germe pathogène. Au niveau environnemental, moi je trouve pas ça très fun en fait. Ouais, c'est vachement intéressant, franchement c'est fou. On s'imagine pas finalement, comme ça,
Mais c'est des vraies questions qui se posent en ce moment au niveau des laboratoires, au niveau de la réduction des déchets, parce que les déchets ça coûte très cher à traiter. C'est important, on essaie de les traiter de mieux en mieux vis-à-vis de l'environnement, et donc ça coûte encore plus cher, et donc il y a pas mal de laboratoires qui sont en train de voir, alors un peu plus dans l'agro que dans le pharma, de comment faire pour les réduire. Donc quelles technologies ils pourraient utiliser, des technologies alternatives, des solutions alternatives aux boîtes de pétri, pour justement essayer de réduire ce poids de déchets. Dans le pharma, je le vois un peu moins, moi. Peut-être que vous c'est des sujets, mais je le vois un peu moins parce que les solutions techniques sont pas évidentes en fait. Alors, des solutions alternatives à la boîte de pétri, du genre, ça serait une boîte de pétri que tu resets, quoi. Enfin, en gros, tu la mets à l'autoclave, tu peux la réutiliser, quoi. Non. Il y en a qui parlent de revenir aux boîtes de pétri en verre, parce qu'à l'origine, les boîtes de pétri étaient en verre. Donc, ça permet de recycler, mais c'est beaucoup de main-d'œuvre. Et en France, c'est un peu compliqué, où le prix de la main-d'œuvre est élevé. Dans certains pays, je l'ai déjà vu, ils utilisent encore des boîtes de pétri en verre. Non. Là, je te parle plutôt de solutions, ça s'appelle Petrifilm. Enfin, c'est une marque, mais il y a des concurrents. C'est une boîte de pétri mais souple, plate comme une feuille de papier. Et donc en fait, ça fait l'épaisseur d'une feuille de papier avec un milieu qui est à l'intérieur. C'est pas du tout utilisé dans le pharma, mais c'est très utilisé. Quoi. En fait, c'est deux feuilles de papier, on va dire. Tu l'ouvres, tu mets ton produit à l'intérieur, tu refermes. La partie du dessus, c'est un film transparent, donc tu peux voir ce qui se passe. Et t'as ton échantillon est liquide, donc il va resolubiliser le milieu de culture qui est en dessous. Et c'est vraiment très plat, donc ça prend pas de place dans les incubateurs. Ça a des péremptions longues. Et quand tu le jettes, c'est quelques grammes, quoi. Donc ça prend moins de place. Ouais. Ah, c'est trop bien ça. Après, faut le valider, faut l'utiliser. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients à chaque méthode, mais en tout cas, les gens qui cherchent à réduire, c'est une solution. Comme les tubes à essai, il y a beaucoup de tubes à essai dans les laboratoires où on fait des dilutions en série. Maintenant, il existe des systèmes qui vont utiliser des petits sachets. Donc, au lieu d'avoir du verre, tu vas avoir des petits sachets. D'accord, trop bien. Ça bouge. Tu veux intervenir, Alexis? Je te vois aussi. Non, c'est vrai. Non, mais la microbiologie, c'est empirique. Depuis 100 ans, on a toujours des boîtes de pétri. On est passé du verre au plastique. C'est du volume qu'on jette, c'est du plastique, ouais. C'est pas. Mais pour changer ça dans le pharma, c'est sûr que ça va pas être tout de suite, je pense. Ça, c'est clair que c'est un des derniers trucs qui bougera, je pense. Ouais. On change pas une méthode qui marche, Alexis. C'est ce que. Non, mais c'est vraiment empirique, par rapport aux technologies, aux équipements qu'on peut voir en physico-chimie. Un laboratoire peut vivre comme ça, microbio avec des boîtes de pétri parfaitement, sans équipement de pointe. Ça fonctionne et les inspecteurs, ça passe ça passe. Ouais, bah voilà, c'est un peu le biais de, on a toujours fait comme ça, on continue de faire comme ça fonctionne, voilà. Non, après je dis ça, mais j'ai quand même testé quasiment toutes les méthodes rapides sur le marché. Ah oui. J'ai pas été convaincu, donc. Ah bah ça c'est intéressant. Ah mais attends, je pensais juste à une chose aussi. Effectivement, il existe des méthodes qui sont de plus en plus adoptées dans le pharma et qui permettent aussi de réduire les déchets indirectement. C'est les méthodes d'identification. Donc t'as le Malditoff, par exemple, qui va te permettre de plus avoir de galeries biochimiques ou de plus avoir moins de plastique en tout cas. Directement, tu reprends ta colonie, tu le mets dans le système et au bout de quelques secondes, t'as l'identification. Et ça, Alexis, t'as été convaincu par ça quand même. Oui, ça, je vais en acheter un deuxième. Après, ça faut regarder combien de galeries API tu peux te payer en termes de bilan carbone quand t'achètes un Malditoff. Je sais pas. C'est 300 000 francs, c'est rien. Francs suisses, ouais. Francs suisses, c'est vrai. Voilà, après les avantages, oui. Mais il y a plein de, comme tout, il y a des avantages, des inconvénients, et puis chaque labo est différent, donc la justification d'un labo va pas être la même dans un autre. Et voilà, quoi. Donc, ouais. Donc le Malditoff, alors je suis pas un expert, mais c'est le truc avec le laser qui fait exploser les matières que tu mets dedans, et selon le temps de vol qui passe dans un champ magnétique, et selon le temps de vol et l'atterrissage, boum, ça te fait une espèce de compilation des différentes molécules qu'il y a dedans, et un spectre protéolytique, ouais. Et ça, c'est vraiment un avantage au laboratoire, parce que
pour moi, un laboratoire de microbiologie, c'est comme un pilote de ligne. Ça va être la plupart du temps, tout va bien. C'est de la routine. On n'a pas de contamination. Mais quand il y a une catastrophe, un test de stérilité positif, un MFT positif, des contaminations classe A, là, il faut réagir urgence. Et c'est vraiment, c'est un grand moment de stress. Il faut aller très vite. On va pas attendre 28 jours, 35 jours pour régler une déviation. Il faut identifier très vite. Et c'est l'identification qui permet de pister, de guider et de dérouler les investigations. Et là, pour moi, c'est vraiment indispensable, ce type d'équipement. Pour un labo performant au QC. Autant on peut se contenter des boîtes, mais identifier rapidement, c'est un avantage. Eh bien, du coup, c'est parfait. Une transition impeccable. Merci, Alexis. On va passer à l'article 6.35. Les résultats hors spécification ou les tendances anormales significatives doivent faire l'objet d'une investigation. Tout résultat hors spécification confirmé ou toute dérive significative affectant les lots de produits libérés sur le marché doit être communiqué à l'autorité compétente. L'impact éventuel sur les lots mis sur le marché doit être examiné selon le principe du chapitre 8 du présent guide et en concertation avec les autorités compétentes. Alors si on combine avec la petite ligne qui avait un peu plus haut au tout début là sur les OOS OOT, voilà, les OOS OOT et déviations microbio, franchement pour moi c'est l'enfer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais pourquoi c'est l'enfer après de mon point de vue. Bah, c'est forcément pas simple en fait. C'est forcément pas simple parce qu'une contamination, déjà il faut réussir à démontrer que ça vient pas de la manip microbio en elle-même. Donc il y a forcément une première étape, une première enquête qui se fait au niveau du labo, savoir si c'est pas nous au labo qui avons contaminé la manip et que la contamination elle vient bien, elle est bien à l'origine dans le produit et elle était dans le produit avant qu'on le reçoive au labo. Et après, alors quand c'est pas nous, ça se complique forcément quand il faut partir en prod. Là c'est toujours très très compliqué et en plus on a rarement, moi ça m'est arrivé tellement rarement de trouver vraiment d'être sûr à 100% de la cause parce que c'est souvent multifactoriel et c'est vraiment une histoire de probabilité en fait. On pense que c'est plus ça que ça, mais après vraiment de façon certaine, c'est quasiment jamais on arrive à trouver quoi. Alexis, je suis pas dans le stérile. Oui, certaines oui, mais en fait c'est vrai que par rapport à la physico-chimie où par exemple on va trouver une OS base sur sur un principe actif, tout de suite on va savoir quand est-ce qu'est apparue la défaillance. C'est un problème de pesée, c'est un problème de mélange, c'est une adsorption de quelque chose. Voilà. Tandis qu'en microbio, vous arrivez là, une fois que c'est confirmé au laboratoire, vous avez toute la ligne de production pour investiguer vos matières premières, vos utilités, votre environnement, le facteur humain. Ça peut remettre en cause tout le flux, l'ensemble du flux du procédé. Donc moi j'adore faire des déviations parce que c'est vraiment des vraies investigations. Après, il y a toujours moyen de le segmenter, tu sais, selon quelle souche c'est, selon ce qui s'est passé avant, là où est situé le filtre, là où sont situés les différents trucs. Tu arrives toujours à segmenter et dire, bon, c'est probablement dans cette partie du process que vient la contamination. Et alors après, nous, on a l'habitude de faire une chronologie, tu sais, et en général, quand c'est une investigation microbio, ta chronologie elle est tout le temps verte, quoi. Enfin, c'est-à-dire, toutes les étapes se sont bien passées, mais mince, il y a une contamination. Alors après, pour savoir d'où elle vient, il y a un truc qui a changé ma vie, j'avoue, c'est l'obligation d'utiliser des caméras en zone. Exactement. Alors ça, waouh, ça c'est de la folie furieuse quoi. Oui. Tout ce qui est classe A, B maintenant, oui, c'est fait par caméra et on a des routes causes maintenant sur des germes exotiques retrouvés, on ne sait pas comment sur un gant de RAPS. Oui, moi ça aide beaucoup. Oui. Ça veut dire que vous regardez, juste pour comprendre, vous, lors de l'investigation, vous regardez le film, donc de toute la production, pour voir... Tu fais 20 heures de film en accéléré. C'est-à-dire tu tapes 35 heures, et puis tu vois que le gars, en fait, il a touché l'armoire, il a pas désinfecté son gant, il a mis son main dans le machin, bam, allez. Mais c'est 2 secondes, hein.
Mais ça, du coup, ça doit frustrer un peu Alexandra parce que toi, tu dois pas avoir ça. Et non, pas du tout. Et ouais. Ah, mais t'imagines avant ça, franchement, tu sais, c'est bon, bah, c'est contaminé, c'est probable qu'il y a une défaut de pratique aseptique, mais voilà quoi. Tu regardes un peu les formations de tout le monde, les habilitations, quand est-ce qu'il a été habilité, est-ce qu'il a des récurrences, est-ce qu'il y a des machins. Mais les interviews, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Et puis au final. Et il n'existe pas je maîtrise pas du tout l'environnement prod, une technologie qui pourrait être proactive, c'est-à-dire détecter en temps réel une mauvaise pratique pour l'arrêter, faire une petite alarme dans le labo en disant attention là il y a ça qui a pas été fait ou. Ça pourrait être trop marrant avec les intelligences, enfin moi j'ai pas connaissance de ça, mais avec les intelligences artificielles effectivement, si peut-être, enfin tu sais avec la reconnaissance, pas un peu comme la reconnaissance faciale, mais tu vois genre il détecte quelqu'un qui touche un mur ou un truc, et s'il détecte pas après la désinfection du gant, enfin tu vois ça peut peut-être être un truc comme ça dans le futur, mais alors là laisse tomber quoi. On en a des milliers d'années-lumière de ça. Déjà, la caméra, c'était déjà il fallait la faire signer les papiers à tout le monde pour que du coup les gens puissent accepter d'être filmés et interviewés selon les films. Enfin, tu sais, c'est des données personnelles de trucs, quoi. Enfin, je sais pas, Alexis, tu peux peut-être en parler de tout ça parce que. Je crois qu'en Suisse, il y a moins de problèmes là-dessus. Je suis pas sûr. C'est pour ça que t'es parti là-bas alors. Mais bon, peut-être que ça peut arriver à l'avenir, mais déjà qu'on maîtrise les alarmes particulières, ce serait déjà pas mal. On verra. On verra plus tard pour maîtriser l'humain. Mais ouais, après enfin c'est vraiment, franchement c'est vraiment difficile, et c'est surtout après sur les historiques et sur les personnes quoi. Puis tu peux faire ce qui est ultra puissant de faire, c'est des observations de tâches quoi. Si au plus tu fais d'observations de tâches de tes personnes tu prends 15 minutes et tu vas observer ce qui se passe. Visite terrain, oui. Tous les jours. Tu prends tous les jours de ta journée 15 minutes pour aller regarder et corriger, faire des débriefings sur ce que tu as vu, sur ce que tu as croisé, et surtout les débriefings en soulignant les points positifs que tu as vus. J'ai bien vu que tu as systématiquement désinfecté tes gants, j'ai bien vu que tu as systématiquement fait ça, etc. Et là, du coup, ça va renforcer les pratiques bien de tes personnes et corriger systématiquement les mauvaises habitudes de celles qui en développent. Et là, du coup, tu vas prévenir proactivement tes contaminations, quoi. Et c'est le seul moyen vraiment efficace, et encore, tu vois, c'est limité, quoi. Parce que la majorité des contaminations sont des contaminations, c'est un facteur humain, c'est ça? C'est ce que vous. 70% de. Ouais, 80%. C'est le chiffre qui traîne, c'est 70% à 80%. Enfin, ouais, c'est ce qu'on voit de toute façon. Ouais. Vas-y, Alexandra. Pardon, en fait, on a mis en place beaucoup de choses au niveau de la production. On a mis en place pas mal de process, pas mal de choses en fait qu'on maîtrise pour justement limiter tout ce qui est contamination. Donc en fait, la chose qu'on va le moins contrôler, le moins maîtriser, ça va être le facteur humain. Donc inévitablement, la plus grande partie des contaminations se fait par l'humain. Puis l'humain, il est pas stérile, quoi. Il est loin d'être stérile, heureusement. Hein. On s'en porte pas plus mal, je pense. Hein. Oui, voilà. Alors, on est un tout petit peu en retard sur mon programme, mais on va y arriver. Le dernier article, je suis pas sûr que ça va nous prendre beaucoup de temps, je sais pas. 6.38. Le transfert des méthodes d'analyse d'un laboratoire, le laboratoire d'origine du transfert, à un autre laboratoire, le laboratoire destinataire, doit être décrit dans un protocole détaillé. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à subir des transferts de méthodes d'analyse en microbio? Oui, il y a longtemps, internaliser des méthodes sous-traitées. Ouais. Donc, avec des protocoles de transfert détaillés avec... ça date un peu avec une sorte d'analyse 5M sur les risques, répété 3 fois sur 3 lots identiques, avec confirmer qu'on se retrouve. Voilà. Avec plusieurs opérateurs. Donc voilà, moi c'est vraiment de l'internalisation de sous-traitance et essentiellement ça. Après on peut aussi connaître dans certaines structures, on a vraiment des labos de développement et des labos de contrôle. Donc là on peut faire des transferts simplifiés, des tech transferts, où on s'assure que le laboratoire est prêt à réceptionner, il a les locaux, il a les bons réactifs. C'est une approche 5M assez classique pour s'assurer que la méthode peut être transférée. Et on confirme que la méthode est bien applicable. Mais ouais, c'est tellement simple de valider. Enfin, c'est tellement simple. Un labo QC est parfaitement apte à développer et valider une méthode qui va être utilisée au QC. Donc, c'est beaucoup
plus rares qu'on peut avoir en chimie. Alexandra, c'est pareil en fait. Au final, alors c'est très très vieux, mais c'était surtout des analyses qui étaient sous-traitées et qui ont été réinternalisées directement au labo. Mais encore une fois, ça remonte à très longtemps. Au final, je sais pas. Du coup, je maîtrise pas vraiment le transfert de méthode à proprement parler, mais j'ai tendance à penser que c'est presque aussi simple de valider la méthode directement. Exactement. On faisait ça aussi à la fin. C'est plus simple de valider en final sur place. Ouais, et du coup, en fait, tu t'en fiches de ce qu'ils faisaient là-bas, tu regardes l'objectif de ce que tu veux faire, et puis disons on peut se baser sur ce qu'ils faisaient là-bas, ça donne une base, et puis après, on la valide sur place, et c'est aussi simple, en fait, si ce n'est plus. Ouais. Si t'as pas d'impact. Parce qu'au final, en microbio, il y a rien de vraiment très spécifique, quoi. Enfin, c'est toujours, une méthode microbio, c'est une méthode microbio, hein. D'ailleurs, la pharmacopée le décrit très bien, c'est la méthode de base, elle est la même pour tout, et après on adapte en fonction de nos produits, forcément en fonction des spécificités du produit ou de la matière, mais la méthode de base c'est la même pour tout le monde en fait, parce que ce qu'on cherche c'est un type de bactérie bien particulier, donc on sait dans quelles conditions il faut le mettre, dans quelles conditions, quelle température il faut travailler, quel milieu il faut utiliser pour rechercher ce type de bactérie. Après, en fonction du produit, forcément, on va adapter la préparation du produit, mais la méthode, après, le déroulé de la méthode, il est le même pour tous les produits. Bah, ça me paraît clair. Moi, je l'ai vu pour des validations de méthodes rapides sur des gros groupes où la méthode était validée sur un site spécialisé et ensuite transférée sur plusieurs sites en même temps avec des validations un peu plus courtes. Donc généralement la validation est faite en deux temps, on appelle ça PQ1 et PQ2. La première, tu travailles sans la matrice, la deuxième, tu travailles avec la matrice. Et donc la validation centralisée était faite sans matrice, et ensuite chaque site revalidait en fait son avec ses propres matrices et avec ses propres techniciens pour permettre d'accélérer un petit peu. Une matrice, c'est un produit. Chaque produit, on considère que c'est une matrice, et parce que chaque produit peut avoir des interactions différentes avec la technologie ou avec les micro-organismes, donc faut revalider à chaque fois le fait que la méthode que tu utilises puisse correctement détecter les contaminants s'il y en a. Donc c'est les transferts que moi j'avais vus et qui permettent effectivement d'accélérer un petit peu la mise en œuvre des méthodes alternatives. D'une méthode alternative. Trop bien. Alors, on est arrivé à la fin des articles qui concernent la microbio dans les BPF cœur, hein, enfin dans le gros premier, enfin le premier feuillet, quoi, hein, donc les 55-57 premières pages. On n'a pas du tout évoqué l'annexe 1, bien sûr, hein. Mais voilà, en tout cas, on a un éclair bien plus précis et bien plus honnête que ce que j'ai pu faire tout seul. En tout cas, je suis absolument ravi d'avoir pu enregistrer cet épisode avec vous. C'était passionnant. Je sais pas, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que oui, c'est un exercice sympa, ouais. Parler un peu de ce qu'on fait. Trop bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.